Tout le monde aime les anti-héros. En tout cas, les studios, oui, vu le nombre de productions récentes qui leur sont dédiées. Mais malheureusement, ils sont souvent traités de la même manière, édulcorés, et leur méchanceté est soit glamourisée bêtement, soit justifiée pour au final en faire des héros. Nimona est un film qui, si on le regarde de loin, pourrait sembler identique à tous ces films. Mais on se rend très vite compte, en le regardant, qu'il se tient dans une toute autre posture. Son but est de mettre en évidence les dangers des discours dominants, des propagandes haineuses et l'importance de se forger un esprit critique hors de ce qu'on nous dit de penser. En choisissant de parler des personnes queer et de leurs conditions, le film se place de leur côté. Ainsi, il ne doit plus glorifier la méchanceté, mais créer une opposition entre deux mondes, l'un considéré comme le bon, la lumière, et l'autre rejeté, l'ombre. Et ce conflit l'oblige à faire une chose assez intéressante, montrer dans sa mise en scène que la lumière est dans ce récit négative, puisqu'elle représente la pensée autoritaire dominante, alors que l'ombre est un refuge pour ceux qui sont rejetés. Et c'est un message assez perturbant à transmettre aux spectateurs. Depuis toujours, il y a une opposition entre le bien et le mal avec la lumière contre l'obscurité, en tout cas dans le monde occidental. Et à travers toutes les grandes œuvres de pop culture, cette représentation visuelle a été ancrée dans notre imaginaire. Tout comme le rouge représente le plus souvent le danger et le vert le positif, le blanc est lié à la pureté et le noir aux ténèbres. Alors comment peut-on montrer comme négative quelque chose qui est ancré dans l'imaginaire collectif comme étant le bien, et vice-versa ? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui en jetant un œil à la composition et à la narration visuelle de Nimona. Bon, on va commencer par évacuer rapidement le plus évident, la différence entre les armures des protagonistes et des antagonistes. Ballister a dès le début du récit une armure noire à l'opposé de tous les autres chevaliers, et surtout d'Ambrosius et son armure blanche et dorée. Un choix qui le met tout de suite à l'écart, en plus d'accentuer le propos social de départ sur ses origines non nobles, comme une tache dans la tradition chevaleresque. On peut élargir le propos très facilement avec l'opposition entre le château ou le bureau de la directrice, qui sont le sommet de la noblesse, et la planque de Ballister. Et on remarque même que de manière générale, les scènes d'action importantes se passent au grand jour, tandis que les rares nocturnes sont éclairées par des lumières négatives, comme les écrans d'information. Mais bon, ça c'est plutôt évident et la plupart des gens le remarquent. Ce qui m'intéresse pour cette vidéo, c'est la grammaire visuelle du film et comment, par ses compositions, il amène à nous faire ressentir cette inversion du schéma lumière-obscurité. Et pour ça, on va observer plusieurs scènes et les analyser pour comprendre leur construction. On commence par la première scène pivot du film, celle qui lance le récit et établit les enjeux principaux. Dès le début, cette opposition est mise en place. On a une idée de composition qui va revenir plusieurs fois dans le film, avec un spot de lumière qui va éclairer seulement une partie de la scène. Ballister ici entre symboliquement dans la lumière pour enfin devenir ce qu'il a toujours rêvé d'être. Mais ce premier contact va s'avérer dévastateur puisqu'il se fait piéger. Cet événement provoque sa chute, littéralement puisqu'il doit s'enfuir par les sous-sols, en marchant vers la caméra et en bloquant ainsi lui-même le peu de lumière qu'il restait. Un autre moment où le film utilise un rayon pour créer une séparation au sein de l'image arrive aussi ici, quand Nimona et Ballister se retrouvent encerclés. La situation est d'abord sous contrôle, mais au moment où ils se font repérer, la mise en scène les place au centre de la lumière. Ils sont comme emprisonnés et piégés par les phares des véhicules. Ou encore cette scène très poignante où Nimona, au plus bas, se confesse à Ballister sur ses idées noires, du fait de la détestation de tous les habitants de la ville. Elle s'effondre et lâche prise face à l'institution. Et le film la représente dans l'image complètement entourée de lumière blanche, alors même qu'elle se trouve dans la planque de Ballister. Mais l'une des scènes les plus intéressantes à observer est, je pense, celle-ci. Je t'accorde 30 secondes. 30 secondes ? Et plus particulièrement, ce plan, qui résume à lui tout seul tout le propos du film. Pour remettre du contexte, il s'agit d'une discussion en face à face entre les deux amants Ballister et Ambrosius, séparés par le conflit. Et ce plan arrive juste après qu'ils aient tenté l'un l'autre de se raisonner, et que la discussion ait été une impasse. Je t'ai dit laisse-moi. Pourquoi tu me laisses pas tranquille ?
Au premier abord, c'est Ambrosius qui semble avoir l'avantage. Il est plus au centre du cadre et se retrouve sous la lumière d'un lampadaire, ce qui le met en avant. Alors que Ballister est lui recroquevillé dans l'ombre, caché sous sa capuche. Mais si on observe mieux la scène, c'est une autre histoire qui nous apparaît. Si vous avez bien écouté depuis le début de la vidéo, vous comprenez maintenant qu'Ambrosius est en réalité captif de ce faisceau lumineux, coincé en son centre sans pouvoir en sortir et face à un mur. Ballister, lui, même s'il est dans l'ombre, est celui qui se retrouve devant un espace ouvert et vide, et est donc le plus libre. C'est une façon intéressante de représenter la manipulation que subit Ambrosius, coincé dans le discours des chevaliers, et que malgré les apparences, c'est bien Ballister qui est dans le juste. Un autre type de composition que le film aime utiliser est le plan en silhouette, mettant au premier plan les protagonistes complètement plongés dans l'ombre devant un paysage éclairé. Ici, c'est ce que représente l'arrière-plan qui va donner du sens à l'image. Par exemple, dès les premières minutes, avec ce plan de Ballister devant la ville éclatante, pour signifier la pression mise par le reste de la société sur lui. Ou encore ici, avec cette fois un écran géant qui détache les personnages du décor. Bien sûr, ce sont ici leurs avis de recherche qui sont affichés, mais de manière générale, ces écrans sont utilisés tout au long du film pour diffuser les propagandes de la chevalerie et leur façon de penser. Citoyens du royaume, bonjour. Et bien sûr, juste avant que Nimona ne se transforme en monstre, ce plan qui la représente à genoux, écrasée par la ville étincelante et la statue de Glorette. Voilà comment se sont débrouillés les créateurs de ce film pour surpasser ce problème de lumière. Mais ce que je trouve drôle, c'est qu'ils ont aussi en quelque sorte créé dans le film une origine à cette représentation. Et on peut l'observer lors du flashback entre Nimona et Glorette. Pour rappel, alors que Nimona est seule et désespérée, elle revit l'origine de son mal-être, la séparation avec sa première et seule amie, Glorette. Un moment important, puisqu'il est à l'origine de l'isolement de Nimona, mais surtout la pierre fondatrice de toute l'idéologie chevaleresque qui nous a été montrée depuis le début du film. Cet événement est donc le point de naissance de cette lumière que les habitants de la ville défendent tant. Alors que Nimona a enfin réussi à se trouver une amie, elle est brutalement rejetée quand le reste du village découvre sa vraie nature. Et Glorette l'a trahi, choisissant le point de vue des habitants. Dans la logique d'opposition du film, Glorette est placée à droite, dans la lumière, vue par les villageois comme l'héroïne qui repousse le monstre. Et Nimona sur la gauche, dans l'ombre et proche de la forêt. Elle est ramenée à une image bestiale, éloignée de la civilisation. Mais bien sûr, vous commencez à le comprendre, cette séparation est faussée. Ici, la lumière qui éloigne les deux amis vient du village en flammes derrière Glorette. Des flammes provoquées par les habitants eux-mêmes en attaquant Nimona. La naissance de cette lumière chevaleresque est donc ici teintée d'erreur et de malhonnêteté. Mais parmi tout ça, toutes ces scènes, ces images, est-ce qu'il y a des failles ? Les réalisateurs sont forcément tombés sur une impasse. Les personnages doivent tous être éclairés pour qu'on y voit quelque chose. Alors la symbolique de la lumière ne peut pas toujours être appliquée, si ? Honnêtement, je ne sais pas. Je n'ai pas analysé chaque seconde du film et certaines scènes doivent bien manquer cette imagerie. Mais plutôt que de s'attarder sur des erreurs, je trouve plus intéressant de regarder comment les réalisateurs s'y sont pris pour contourner des scènes qui peuvent sembler trompeuses. Par exemple, ici, au début du film, Ballister se fait enfermer dans un cachot, il est donc logiquement dans la pénombre. Mais cette fois-ci, à l'inverse, elle est bel et bien négative. Alors pour conserver la symbolique, un détail subtil a été ajouté dans le décor. L'encadrure des barreaux de la prison est entourée de néon blanc. C'est donc, dans l'image, une lumière qui sépare Ballister de la liberté. On remarque aussi que quand Ballister et Nimona sont éclairés, la lumière n'est pas blanche mais rougeâtre ou rose, la couleur de Nimona. Une façon d'apporter une lumière plus chaleureuse tout en jouant encore une fois avec les codes des couleurs, le rouge étant d'habitude associé à la violence ou au danger. Et bien sûr, tout ce que j'ai dit est totalement inversé pour le final du film. La lumière redevient source de bien maintenant que ces personnages peuvent s'y montrer. Et Ballister, en acte final, choisit d'ouvrir les fenêtres de sa planque pour y laisser entrer la lumière rosée du soleil couchant, juste avant le retour de Nimona. Au final, ce qu'on peut retenir, c'est que dans les films, rien n'est jamais laissé au hasard, mais aussi qu'il ne faut pas se restreindre aux règles et à la norme instaurée par l'industrie. Il y aura toujours un moyen d'utiliser la mise en scène pour transmettre notre message,
même si on décide de faire l'inverse de ce que les gens ont l'habitude de voir. L'important sera toujours l'idée, l'histoire qu'on veut raconter. Et puis, c'est parfois dans les moments les plus contraignants que naissent les idées les plus intéressantes. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à la soutenir en partageant, likant, en donnant votre avis en commentaire et à vous abonner à ma chaîne. Et sur ce, je vous dis à la prochaine.